il y a une chose, si vous voulez, pour moi, qui est un témoin absolu, c'est la liste des licenciements. Ils peuvent truander les listes je le dis depuis des années, ils peuvent truander l'inflation. Ils le truandent d'ailleurs. Ils vous disent qu'on a 2% d'inflation alors que c'est 10. Donc ça veut dire que les Français perdent moins 8 sur leur épargne au minimum chaque année. Ils peuvent truander les chiffres du chômage, mais ils ne peuvent pas truander les tribunaux de commerce quand les entreprises font faillite et licencient en masse. Les plans de licenciement, ils ne peuvent pas les truander. Et dans ma liste des licenciements, je peux vous dire que c'est pas terminé. Voilà. Et c'est pour ça que les banques et les milliardaires ont pris le contrôle des médias à la demande des gouvernements eux-mêmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le seul magazine en kiosque qui dénonce l'oligarchie moderne. Nous sommes avec l'un des plus grands libres penseurs et auteurs français depuis plus de 20 ans, Pierre Jovanovic, qui a sorti, vous l'avez sûrement entendu, un nouveau livre sur la crise de 2008. Une des crises économiques les plus révélatrices des abus de la corruption moderne et plus spécifiquement de la capture de l'État par les financiers, si l'on reprend les lectures d'Hellman et de Kaufman. Quelques chiffres pour illustrer cette crise. Pour rappel, c'était 12% de chute du commerce mondial en 2009 en volume. Ça avait fait une chute de la croissance européenne avec un PIB négatif à 4,5% en 2009. Plus de 8 millions d'emplois détruits aux États-Unis entre 2007 et 2010. Plus de 8 milliards de dollars de capitalisation qui avaient disparu. Et j'en passe. Bonjour Pierre Jovanovic. Qu'est-ce qui était important pour vous? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce livre à la base? Bonjour, c'est gentil de m'inviter pour Nexus. C'est tous les débats sur la retraite. Et on a vu récemment d'ailleurs que le ministre, le Cornu, je crois, le dernier ministre, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais peu importe, a accusé les boomers de mémoire. Quand c'est pas les boomers qui sont responsables du coût des retraites, bien entendu, ce sont les hôpitaux. C'est quand même absolument extraordinaire. Le mensonge à ce niveau est absolument effrayant. Et alors que moi, pour avoir commencé la revue de presse internationale économique en février 2008, je sais pertinemment qu'en fait, les retraites, toutes les cotisations retraite ont été volées, entre guillemets, en 2008 et surtout 2009, pour sauver les banques françaises. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy qui a conduit cette opération, avec, à la demande d'ailleurs des Américains, et avec l'appui de... On le voit dans le livre, hein, c'est très net, puisqu'à un moment donné, Nicolas Sarkozy... on voit que les Américains demandent, les banquiers américains demandent 700 milliards des impôts des Américains au Sénat, et en même temps, Sarkozy demande 300 milliards au peuple français. Voilà. Et donc ces 300 milliards, évidemment, on les avait pas, donc ils ont puisé dans les caisses de retraite. Le Canard enchaîné à l'époque avait fait le boulot, hein, parce que les gestionnaires des caisses de retraite étaient vraiment très très énervés que cet argent soit pris, et donc ils avaient envoyé tout leur dossier, leur mémorandum, etc. au Canard enchaîné, qui effectivement avait régulièrement rapporté la chose. Et encore, mais ça c'est que la partie visible de ce qui s'est passé en France. Ça a été un vol global des caisses de retraite, et aujourd'hui, 15 ans après, qu'est-ce que j'ai 15 ans, 17 ans après, on essaye de nous faire croire que c'est nous qui sommes responsables du déficit, que la sécurité, les hôpitaux, etc. Et surtout les boomers. Moi je suis typiquement un boomer, mais ce que j'ai vu effectivement, c'est que mes cotisations retraite ont été volées. Hein, mais on est des millions, des dizaines de millions dans ce cas. Tous ceux qui sont nés en 50, 60 et même 70 d'ailleurs. Voilà, donc voilà, là on a un typique, un mensonge global d'État. Je suis même pas certain que Le Cornu ou d'autres, je suis même pas certain qu'ils sachent exactement ce qu'ils font ou le pourquoi du comment en fait. Vu le niveau, si vous voulez, des ministres actuels, très sincèrement, j'en doute, hein, vraiment. Donc c'est pour ça qu'il était vital, si vous voulez, de remettre, pas l'église, mais la banque au milieu du village, hein, comme on dit, pour montrer que ce sont les banquiers américains d'abord qui ont volé, pas seulement la France, mais le monde entier.
avec leurs escroqueries, leurs produits financiers absolument épouvantables. Et dans le livre, on voit notamment Goldman Sachs à l'œuvre. C'est absolument effrayant, quoi. Vraiment effrayant. Parce que Goldman Sachs, qui avait parié contre ses actifs à l'époque, c'est-à-dire qu'il prenait des actifs et il pariait ensuite en sachant qu'ils allaient perdre, et ce qui fait qu'au moment de la crise, ils gagnent une fortune. On a du mal à estimer la fortune, en tout cas, ils redonnent 3,7 milliards de bonus à leurs employés et font un bénéfice net de 2 milliards. Et ils se prennent une amende de 550 millions, qui finalement n'est rien du tout en fait. Ah non, strictement rien. mais, vous savez, n'oubliez pas, Goldman Sachs, c'est l'héritier de Salomon Brothers. Et Salomon Brothers, c'est une banque d'escrocs absolument phénoménale, qui a été même éjectée par le gouverneur de la Fed de l'époque. On va dire qu'ils étaient quand même sérieusement énervés. Et donc, tous ces gens, en fait, se sont retrouvés chez Goldman. Et Goldman Sachs a été mandaté par le gouvernement, par le Parlement européen, pardon, pour truander le bilan de la Grèce, afin qu'elle puisse intégrer l'Union européenne. Comme ils ont... Alors, là, on ne peut pas leur en vouloir, hein, Goldman Sachs, pour le coup. Hein. C'est Bruxelles qui demande carrément à Goldman de truander les comptes. Je ne sais pas si vous réalisez. Voilà, donc Goldman, ils ont truandé le bilan. Est-ce que ça nous étonne aujourd'hui? Non, mais comme ils savaient, si vous voulez, que les bilans de la Grèce étaient totalement truandés, et que la Grèce allait voler dans les airs, forcément, 4 ans, 5 ans plus tard, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, et ils ont parié sur le fait que la Grèce allait voler dans les airs. Et ils ont gagné effectivement des milliards. Mais après... n'oubliez pas, tout ça part de la crise de ce qu'on appelle les subprimes, c'est-à-dire le fait de capter toutes les cotisations retraite de tous les pays européens, et pas que, également des pays africains, et surtout d'Amérique du Sud, des Canadiens, des Suisses, enfin tout le monde. Et Goldman Sachs et tous les autres ont mis au point un produit financier qui était composé de gens qui, soi-disant, allaient rembourser leurs prêts hypothécaires. Hein, voilà. Alors je vous fais vraiment ça très très simple à la louche. Hein, c'est beaucoup plus clair parce que c'est beaucoup plus étayé dans le livre. On voit la montée en puissance. Mais disons que Goldman Sachs, par exemple, avait réuni on va dire dans un dossier 1000 personnes qui avaient un prêt bancaire. Alors qu'en fait, toutes leurs déclarations de revenus, de salaire, etc., tout était faux. C'est-à-dire que, par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours, la mamie de 80 ans qui obtient un prêt sur 20 ans pour s'acheter un appartement à New York. Vous voyez, tout le monde savait qu'elle ne rembourserait pas, c'est évident. Mais les banques... ayant d'un côté le crédit défaut swap, la garantie contre l'impayé donnée par Goldman Sachs entre autres, mais AIG, enfin les assureurs, eh bien ils ont vendu ce produit et ensuite ils ont parié sur je sais pas, une caisse de retraite canadienne ou allemande ou française en disant bah ils vont voler dans les airs parce que nous on sait que c'est du délit d'initié. Ça a été un immense délit d'initié. À l'échelle mondiale depuis l'an 2000 jusqu'à grosso modo 2009. Voilà. Parce que ça a continué jusqu'en 2009, littéralement. Mais puisqu'on parle de Goldman Sachs, moi j'ai lu le rapport du juge d'instruction américain qui était en charge de la ventilation de ces fameux 700 milliards pour sauver les banques, hein, pour sauver le système financier mondial. Nanana. Le plan de sauvetage. Le plan de sauvetage, etc. Et il montre très bien que Goldman Sachs était en faillite et que c'était une escroquerie montée par le secrétaire au Trésor, M. Paulson, qui lui-même était un ancien de Goldman Sachs, pour sauver Goldman Sachs et pour sauver toutes les banques. Et c'est là où c'est fascinant aussi de se poser la question où sont les dirigeants de l'époque de Goldman Sachs. Parce que si on prend Blankfield, lui a été ensuite très proche du Parti démocrate, a été un lobbyiste influent.
Gary Cohn, lui, est parti de l'autre côté et est devenu conseiller économique principal sous Donald Trump dans le premier mandat, où on a encore John Corzine qui est devenu gouverneur du New Jersey. Donc c'est légitime pour la population de se poser la question, est-ce que les coupables de l'époque ont été... que sont devenus ces coupables? Ah mais personne n'a été mis en prison. Mais strictement personne, même John Corzine, je veux dire, il a évité la prison. Là, il faut le savoir, non, mais tous ces banquiers se sont protégés. Hein. C'est grâce à Obama, d'ailleurs. C'est Obama qui les a protégés. Moi, je rappelle qu'en 1987, il y a eu quand même une crise bancaire, ce qu'on appelle la crise LTCM. Là, j'en parle dans un autre livre qui s'appelle Blind Master, justement, hein, qui était mon inspiratrice, si je puis dire, pour comprendre en fait ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que strictement personne n'a été mis en prison. Et c'est donc en 1987, donc LTCM, de mémoire, il y a eu 300 ou 400 banquiers qui ont été mis en prison. D'ailleurs, j'ai un chapitre vers la fin qui explique que justement, voilà, c'est le chapitre 14 qui sont les vrais responsables. Il n'y a strictement aucun des responsables qui a été mis en prison. Alors qu'en 1987, il y a eu quand même 300 banquiers de mémoire qui ont eu des plaintes du gouvernement et qui se sont retrouvés en procès, qui ont payé des amendes, et certains même ont été mis en prison. Donc, et là, Obama les a tous sauvés. Donc, quand je dis Obama, si vous voulez, n'oubliez pas, c'est Larry Summers, hein, l'ami de Jeffrey Epstein, hein, qui a organisé tout ceci. C'est dans le chapitre 14, hein, je donne la liste des responsables. Larry Summers, il a été l'acteur principal de la libéralisation bancaire en poussant le président Bill Clinton à modifier et signer la suppression de la loi qui interdit aux banques de dépôt de jouer avec l'argent des déposants. Vous vous rendez compte? C'est eux qui ont... voilà, c'est surtout Larry Summers. Et Larry Summers, n'oubliez pas, c'est quand même le conseiller depuis plus de 25 ans du gouvernement israélien. Le monde entier, tous les pays du monde ont été affectés par cette crise financière, sauf un, Israël. Et logique, puisque Larry Summers était aux commandes. Très intéressant. Bien sûr. Larry Summers est une ordure de première. C'est même une des plus belles ordures, d'ailleurs, dans cette affaire, avec Hank Paulson et surtout Obama. Obama, pour moi, c'est voilà, numéro 3. Et ensuite, bien entendu, viennent les agences de notation, hein, Fitch, etc. On a vu Standard & Poor's, etc. Là, je crois que, je ne sais plus lequel a dégradé la France à nouveau, là, hier. Hein, donc c'est la deuxième agence de notation, je crois. Fitch avait commencé, Standard & Poor's. Moody's va arriver, ou c'est Moody's, peu importe. Mais ces trois agences de notation ont créé elles-mêmes, elles ont participé à cette immense escroquerie, à ce vol global de la planète. Je rappelle que les banques américaines ont volé 30 trilliards. 30 trilliards. Vous savez où sont ces 30 trilliards? Aux îles Vierges et aux îles Caïmans. Voilà. Dans de l'évasion fiscale. Évidemment. Vous savez, pourquoi, à votre avis, ils ont élu comme président Joe Biden, hein, une élection volée à Trump d'ailleurs? C'est parce que Joe Biden est le sénateur, a été le sénateur pendant des années et des années d'un État américain qui s'appelle le Delaware. Et le Delaware, c'est la blanchisseuse, c'est le Luxembourg américain. Pourquoi la CIA a attaqué que ce soit la Suisse, le Panama, etc., tous les pays lessiveuses, hein, etc., sauf, tiens, c'est curieux, sauf le Delaware. Et il se trouve, le sénateur une des plus grandes lessiveuses au monde, hein, le Delaware, est élu président des États-Unis. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Il faut rappeler que c'est un petit État qui est sur la côte est et très proche. Voilà, vous avez un immeuble, qui est un paradis fiscal. Voilà, vous avez un immeuble, si vous voulez, qui sert de boîte aux lettres à peu près 50 000 entreprises. Et les plus grandes, Apple, Google, etc. Parce que c'est légal. Si les multinationales aujourd'hui ne payent pas d'impôts, c'est parce que c'est complètement légal. Le Delaware permet du blanchiment légal? Ah mais total, bien sûr. Les impôts sur les sociétés sont absolument ridicules. C'est comme le Luxembourg, grosso modo.
bien sûr. Et si on les retrouve, notamment, on retrouve l'implication de cet État dans les Panama et les Pandora Papers. C'est ça qui est très intéressant. Mais ça, c'est la CIA qui a organisé tout ça, ne l'oubliez jamais. La CIA a travaillé. Bah, vous avez un des mecs de mémoire, je crois que c'est HSBC, il est passé chez Bourdin, et il a finalement reconnu qu'il travaillait pour la CIA. Vous vous souvenez? C'est lui qui avait donné la clé de tous les comptes et de tous les noms des clients, etc. Avec l'affaire de Stéphanie Gibault, hein. Oui, il n'y a pas que Stéphane Gibault, il y a eu la HSBC, il y a eu... ensuite, vous avez vous avez le garçon qui a écrit un livre qui s'appelle Le banquier de Lucifer. Alors, lui il s'était lâché, de mémoire, je crois que c'est Crédit Suisse ou UBS, je ne sais plus, je crois que c'est Crédit Suisse. Enfin bon, voilà, tous ces gens, si vous voulez, ont travaillé pour les Américains. Il est vital pour les Américains, si vous voulez, de détruire tous les autres pays qui sont des lessiveuses. On a les LuxLeaks, là, je vous rappelle, le Luxembourg, c'est la même chose. Et n'oubliez pas, tout ça est soi-disant organisé par une association de journalistes internationaux dont le siège est à Washington, comme par hasard. Et quand vous regardez qui les finance, USAID, etc., on a vu tous les scandales qui sont sortis récemment, on voit que c'est la CIA qui a payé. Et voilà. Pour faire fuiter ces documents? Ben, évidemment. Évidemment, c'est la CIA qui a payé tout ça. En fait, la CIA, si vous voulez, elle travaille, elle récupère les données, ensuite, elle donne ça à l'association des journalistes internationaux qui enquêtent, dans lesquels il y a Le Monde. Le Monde a reçu, rappelez-vous, 4 millions de la part de Bill Gates, entre autres, hein, l'AFP, pareil, et ainsi de suite. Donc, tout ceci, si vous voulez, ça ne profite, si vous voulez, qu'aux Américains. N'oubliez pas, les Américains ont 37 trilliards de dettes aujourd'hui. 37 trilliards. Vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé de l'implication des banquiers là-dedans, mais il y a aussi, on découvre l'impact des investisseurs, qui notamment, quand on parle des milliards qui ont disparu, non, ils n'ont pas disparu, il y a des investisseurs qui ont joué avec ces actifs dont vous parliez tout à l'heure, notamment avec la titrisation. On achète ces actifs qui sont de merde, certains banquiers disent, sont des actifs de merde, et on les vend, et ensuite quelqu'un les rachète, c'est ça les subprimes. On va faire un cycle comme ça où on achète, on revend, et à la fin on ne sait même plus à qui appartient l'actif à la base. Exactement, c'est ce que je montre dans le livre. Par exemple, vous avez, on va prendre un exemple très simple. Vous avez Madame Smith, ou Monsieur Madame Smith, ils achètent avec qui sont des emprunteurs subprimes, d'accord. Ils achètent une petite maison à 300 000 $ dans une banlieue de Los Angeles ou de San Francisco, d'accord. Et donc, le prêt est signé par, on va dire, Bank of America. Et Bank of America, ensuite, va revendre ce prêt alors à Lehman. Lehman était l'un des plus gros bénéficiaires. Enfin, c'est lui qui était le plus gourmand, ne l'oubliez pas. Lehman Brothers. Il n'y a pas que, il y a Merrill Lynch, il y avait plein d'autres banques. Et Lehman, si vous voulez, a ramassé des milliards et des milliards de ces prêts, pensant qu'effectivement, ils vont bénéficier de tous les retours. Vous avez Madame Smith qui paye, on va dire, 3% ou 5% d'intérêt. Mais quand vous avez 1 million de prêts qui vous rapportent 5%, vous vous dites, je suis le roi du pétrole. Sauf qu'à la base, ces prêts ne seront jamais remboursés, hein, puisqu'ils ont été donnés à des gens qui ont menti sur... le film Big Short le montre vraiment très très bien. Hein. Et donc à un moment donné, ils volent dans les airs. Sauf que Lehman, qu'a fait Lehman? Ils savaient que ces prêts allaient voler dans les airs. Donc ils ont pris une assurance contre l'impayé, d'accord, contre l'impayé chez AIG, l'assureur AIG, en disant bah c'est pas grave, s'il ne paye pas, bah, c'est AIG qui va prendre la place. C'est le fameux crédit défaut swap de Blight Masters, c'est le CDS. Sauf que AIG, à un moment donné, était en faillite. Et vous l'avez vu dans le livre, AIG, le PDG d'AIG, siffle la fin de la récré le 30 décembre 2006. Vous vous rendez compte? On est 2 ans avant l'explosion, grosso modo. Wall Street vole dans les airs le 29 septembre 2008, la fête des anges. Et paradoxalement, c'était également la nouvelle année juive, je vous rappelle. Moins 777,7. Vous l'avez dans le livre.
Vous savez que quand j'en ai parlé, quand j'ai publié mon livre 777, justement, il y a, je sais pas, 12 ou 15 ans, j'ai reçu plein de mails de gens qui me disaient « Jamais ça s'est affiché, 777, etc. » Heureusement que j'ai les captures écran de toute la presse de l'époque. Non mais, il y a des gens qui refusent de voir l'évidence. C'est assez extraordinaire, quelque part. Hein, voilà. Vous avez des gens qui inventent des fausses infos, et malheureusement, aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, si vous voulez, que Israël a pris le contrôle de TikTok, par exemple, hein, ça s'est passé il y a 3-4 jours, des milliardaires israéliens, enfin, qui financent Tsahal, hein, puis ils ne donnent pas 100 euros, hein, c'est genre plusieurs centaines de millions de dollars. Larry Ellison, par exemple, PDG d'Oracle, hein, le milliardaire, Horowitz, hein, enfin bon, ces gens ont pris le contrôle de TikTok, et également c'est une société israélienne qui contrôle tout ce qui est antisémitisme, propos antisémites sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Meta, etc. Et c'est une ancienne de Tsahal et une agence du Mossad qui a été embauchée par TikTok États-Unis pour faire la police. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la fin de tout ça a commencé, la fin de la liberté d'expression, en fait, a véritablement commencé après l'explosion de Wall Street. Je vous donne un exemple, j'en parle souvent. C'est à partir de 2009 que Crédit Mutuel a commencé à racheter, ils ont racheté quasiment la moitié de la presse régionale française. Aujourd'hui, on vous dit, oui, les télévisions, la presse appartient à des milliardaires. Oui, bien sûr. Hein, et ils sont tous pro-israéliens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, hormis Le Monde. Hormis Le Monde, c'est ça qui est intéressant. Hormis Le Monde, oui, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce traitement de l'information? C'est assez étonnant que Le Monde se dissocie de cette... Le Monde, Dieu merci, ils ont encore des grands reporters internationaux qui réfléchissent et surtout qui voyagent. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans aucun des journaux, ils voyagent. C'est fini, ça c'est terminé. Moi j'ai vécu l'époque de la grande presse où nos journaux, mon journal était distribué, était acheté par Air France, c'était dans tous les avions. Chaque jour, hein, dans tous les avions Air France, Air Inter, etc. Donc on avait des billets d'avion, on pouvait aller où on voulait. Ça nous coûtait, on va dire, juste quoi, des échanges de journaux. Alors qu'aujourd'hui, c'est terminé. Vous n'avez plus aucune distribution de journal dans les avions. Donc c'est fini, l'époque de la grande presse est terminée. Des budgets, ce qu'on appelle des notes de frais infinies. Hein, je me souviens d'un reportage à Bucarest, je suis revenu, j'avais 30 000 francs à l'époque, ce qui correspondrait à 30 000 euros aujourd'hui, grosso modo, en notes de frais, hein, et ainsi de suite. Donc ça rigole pas, je veux dire, c'est en déplacement, on ne plaisante pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a encore que le Figaro et le Monde et le Point. Et encore, s'ils avaient pas ces subventions, je pense que tous ces journaux, à l'exception du Figaro, feraient faillite. Ouais. Et puis le Point, il n'y a que le Figaro qui gagne de l'argent, hein, n'oubliez pas. Qui est rentable? Oui. Oh, waouh. Absolument. Et le Point, il faut voir les couves qu'ils font. Donc là, c'est pas du tout. Le Point est un journal totalement pro-Israël et pro-politique israélienne. C'est également le cas du Nouvel Obs, c'est le cas de... Regardez ce qui se passe à Marianne aujourd'hui. Vous avez toute la rédaction qui s'est révoltée contre la nouvelle rédactrice en chef, qui... C'est pas moi qui le dis, là pour le coup, c'est les journalistes eux-mêmes. Il y avait un grand article dans Le Monde. La rédactrice en chef, la nouvelle, elle est absolument pas au niveau. Et tous les journalistes ont refusé de participer à un voyage de presse royal cet été, hein, qui a été proposé par Netanyahou. Les journalistes, venez, on vous montre ce qui se passe à Gaza. Évidemment, ils vont leur montrer ce qu'ils veulent. Et tous les journalistes de Marianne ont refusé d'y participer. Et donc, qui est parti? C'est la rédactrice en chef elle-même. Et elle n'a pas inscrit, si vous voulez, dans l'article, que son voyage de presse lui a été payé intégralement, ses chambres d'hôtel, ses repas, enfin tout était payé intégralement par l'équipe de Netanyahou. C'est mort. C'est mort. Vous croyez que les gens de BFM ont Laurence Ferrari, hein, combien de fois Laurence Ferrari qui va interviewer Netanyahou, qui va interviewer un génocidaire,
Je crois que tous ces gens devront répondre à un moment donné de leurs actions. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un journaliste allemand qui s'est retrouvé à Nuremberg. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je reviens sur le sujet de 2008 et sur Barack Obama, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. De quelle manière, si on va dans un monde idéal, comment aurait-il pu, par exemple, lutter ou davantage faire pression pour faire condamner ces coupables de 2008? On pense que déjà, avec le poids médiatique qu'il avait, il aurait pu faire pression sur les institutions juridiques. Mais bien sûr. En quoi a-t-il même bloqué, là? Vous avez raison, mais vous avez tout à fait raison. Je vous donne un exemple avant de répondre à votre question. Le général de Gaulle, afin que les banques ne puissent plus l'emmerder, décide de nationaliser les banques, et il le fait le vendredi. Donc il fait voter au Parlement le vendredi à 17h. Les banques étaient déjà fermées, elles ne pouvaient plus réagir. Terminé. Vous me suivez? Alors, pour répondre directement à votre question, les banques étaient en faillite. Non seulement elles étaient en faillite, mais en plus, pour escroquerie en bande organisée. Je veux dire, c'est pas en faillite parce que c'est 1929. Non, là, c'est autre chose. C'est escroquerie en bande organisée. Donc, ces banques, Obama, tout ce qu'il avait à faire, c'est vous avez fait faillite. Désormais, toutes les banques qui sont en faillite sont nationalisées. Vous êtes tous virés, vous avez tout perdu. Vous n'aurez pas de bonus. En France, on aurait dû faire la même chose, hein. Mais il l'a pas fait. Au lieu de ça, ils ont sauvé les banquiers. Ils ont sauvé leurs bonus. Et c'est pas des bonus à 200 € au mois de décembre. C'est 10 millions de dollars pour certains traders. Dans le livre, je donne à un moment donné, je crois que c'est vers la fin, je crois que la moyenne des bonus pour tout le personnel, alors je sais plus si c'est Goldman ou JP Morgan ou je sais plus lequel, mais grosso modo, c'était l'équivalent, la moyenne c'était 120 000 dollars de bonus au mois de décembre. Pour Goldman, la totalité, y compris les coursiers. Goldman, c'était 3,7 milliards pour tous les employés. Voilà, c'est ça. Donc si vous divisez par le nombre d'employés, voilà. Mais toutes les banques, ça a été pareil. Donc Obama, si vous voulez, a sauvé littéralement tous les banquiers escrocs. C'est pour ça que Clint Eastwood a déclaré que Obama a été la plus grande fraude qui ait jamais existé à la présidence des États-Unis. C'est pas moi qui le dis, je veux dire, il est quand même, il sait de quoi il parle. Il est américain, il connaît. Et puis c'est pas le genre, je veux dire, Clint Eastwood, c'est pas le genre d'acteur, si vous voulez, qui se pavane, qui roule en Rolls, etc. Voilà, il se fout complètement de l'argent, ça l'a jamais intéressé. Il n'y a même pas besoin de Clint Eastwood, hein. Quand on refait le bilan, toutes les promesses qu'avait fait Barack Obama n'ont pas été tenues. Il a même enfoncé Julian Assange et Edward Snowden. Mais bien sûr, évidemment. La première chose, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Visa, ils ont demandé à Visa de suspendre les dons pour Julian Assange. Et donc toutes les banques, tout ça, ça a sauté. Donc, et avance rapide jusqu'en 2025. Et ça, c'est sur la revue de presse de ce lundi. Ouais, j'encourage vos spectateurs à aller voir quotidien.com. Alors c'est un tremplin, hein, vous arrivez directement sur la revue de presse, hein, sur jovanovic.com. Aujourd'hui, si vous voulez, la liberté d'expression, on en a parlé tout à l'heure, a totalement disparu. Mais c'est un résultat de 2008, littéralement. Et ce sont les Israéliens qui s'y collent, pour le compte des Américains. C'est ça qui est extraordinaire. On a vu par exemple que Samsung, les téléphones Samsung, en fait, collectent les données sur certains téléphones, et c'est une société israélienne basée à Tel Aviv qui récolte toutes les données, qui les traite, et qui ensuite les revend, les donne au Mossad, à la CIA, etc. Je veux dire, n'oubliez pas, je suis journaliste informatique et télécom, donc c'est vraiment ma partie. Hein. Déjà, on avait vu, si vous voulez, avec Windows, alors je sais plus, je crois que c'est Windows XP, où, parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, Bill Gates, enfin, bon, vous ne pouvez pas vous en rappeler parce que vous étiez jeune, mais à un moment donné, l'État américain a voulu démembrer Microsoft. Dans les années 90. Exactement. Donc, il y a eu des procès, etc. Et en fait, le but avoué, c'était à ce que dans Windows,
il y ait des portes ouvertes pour la NSA. Et c'était un PC magazine allemand, je crois, qui avait oui, c'était un PC PC magazine allemand qui avait dévoilé effectivement toute la partie logicielle alors, je ne sais plus si c'était XP ou la version qui arrivait après, peu importe, qui avait 3 portes ouvertes pour la NSA. La NSA qui est l'Agence nationale de sécurité. Qui écoute, c'est celle qui écoute. Voilà. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce que nous, ce qu'on appelle les grandes oreilles qui sont dans les Yvelines et aujourd'hui à la DGSE, Boulevard Mortier, ils ont comment dire, ils ont ce qu'on appelle des bretelles sur la totalité des fibres optiques, que ce soit enfin tout ce qui circule. Moi je vous rappelle pourquoi à votre avis la CIA a fait cette opération de déstabilisation sur Alcatel, parce que c'est Alcatel qui avait tous les brevets des fibres optiques. Et donc Alcatel a été démoli et racheté en grande partie par les Américains. Hein, rappelez-vous. Vous savez, n'oubliez pas, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour transporter l'argent donc au 20e, ce sont les réseaux télécoms. SWIFT. Hein, voilà. La première chose qu'on a faite pour forcer les Russes, c'est qu'on les a coupés de SWIFT. C'est-à-dire qu'aucune banque étrangère, banque française, ne pouvait pas faire un virement à quelqu'un qui était en Russie, par exemple. Hein. SWIFT, c'est le réseau de télécom bancaire. C'est là-dessus que toutes les banques se reposent. Et donc, voilà. Donc, mais avant, c'était l'Iran qui a été débranché de SWIFT. Et avant, c'est mon livre 777, n'oubliez pas, le Vatican a été débranché de SWIFT pour forcer le pape, c'est ce que j'avais dit dans mon livre 777, si mon analyse est la bonne, Benoît XVI va se faire virer. Et il a été viré 1 an plus tard, jour pour jour d'ailleurs, lors de ma déclaration sur la radio ici maintenant. Donc JP Morgan n'a pas respecté le secret bancaire, a convoqué toute la presse, non mais je ne sais pas si vous réalisez, il convoque toute la presse pour dire la Banque du Vatican ne respecte pas les règles, donc c'est des gros méchants, donc on les vire de SWIFT. Voilà. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Total, alors que JP Morgan a été obligé de présenter ses excuses sur son propre site internet pour avoir volé ses clients. Ça c'était en 2012 de mémoire. Et 100 ans plus tôt, JP Morgan qui se targuait dans le New York Times d'avoir la plus grande influence sur les politiques. Oui, mais à l'époque c'était encore plus évident, absolument. Très intéressant de voir d'où vient la mainmise de la capture de l'État moderne. Tout à fait. Ça a toujours été comme ça aux États-Unis. Hein. Ne l'oubliez pas, moi. Mais vous savez, j'ai écrit un livre, La vengeance de la planche à billets, et ce que j'ai vu là-dedans. Oui. Et ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que bien avant que la guerre de 14 commence, donc en fait, les grands virements ont commencé en novembre et décembre 1913 pour préparer la guerre. Voilà. La France était au Standard Or, je vous rappelle, et au 15 août 1914, la France dit on n'est plus au Standard Or. Parce qu'avant, vous aviez des billets, vous alliez dans n'importe quelle banque de France, ils faisaient échanger votre billet contre un lingot d'or ou des pièces d'or. Et les Allemands ont fait la même chose, grosso modo, 3 semaines après. Quand on fait le bilan de cette histoire, près de 6 millions de ménages américains qui perdent leur logement entre 2008 et 2014. On a plus de 8 millions d'emplois qui sont détruits aux États-Unis entre 2007 et 2010. Ça, c'est uniquement aux États-Unis, mais c'est dans toute l'Europe. C'est ce qu'on a dit dans l'introduction. Oui, mais c'est dans toute l'Europe. Quelle est votre analyse de... Mais attendez, tous ces millions de licenciements, vous savez combien de suicides ? Je veux dire, il y a eu plus de 500 000 suicides de gens qui ont perdu leur emploi, qui ne pouvaient plus s'acheter à manger. Enfin, ça a été épouvantable. Enfin bon, j'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Moi-même, si vous voulez, je me suis rendu compte, si vous voulez, de l'épouvantable action de la part d'Obama, du tandem Epstein, Larry Summers, etc. C'est horrible, horrible. Même aujourd'hui, vous avez des tentes, vous avez des villes, ce qu'on appelle tentes quechua, mais ça date de 2007-2008. Ça a commencé en 2006 d'ailleurs. 2006, 2007, 2008.
Vous avez à Boston, à Las Vegas, ils vivent dans des souterrains à Las Vegas, à Los Angeles, où j'avais tout le downtown entre Santa Monica et downtown, ce qui fait à peu près, je ne sais plus combien, 5 ou 10 km, c'est extrêmement long. Vous avez des tentes quechua, des villes entières de gens qui... Enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est le résultat. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi à retrouver du travail, et qui ont tout perdu, qui ont été mis dehors. On a les images dans Big Short, on voit les flics qui arrivent, qui prennent les affaires des gens, qui les mettent sur le trottoir alors qu'il pleut. Enfin, ils n'ont pas du tout la même protection qu'en France, par exemple. Notamment dans le Big Short, il y a aussi, en plus des suicides, il y a cette phrase qu'a un des acteurs qui dit 1% de taux de chômage en plus, c'est 10 millions de morts. Et ça, c'est très intéressant, puisque le taux de chômage, c'est indirect. Ouais, c'est 10 000 morts, ouais. Je ne sais plus quel est le pourcentage. C'est des millions, ouais. Faudrait retrouver, mais c'est oui, il faut retrouver. Mais enfin, en tout cas, on parle de chômage, mais derrière, c'est vraiment des gens qui perdent en espérance de vie, en qualité de vie. Ah, d'accord, oui, j'avais pas compris. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que le stress, effectivement, ça les détruit, ça, c'est clair. Ça entraîne des divorces. N'oublie pas, en général, chômage, un mari au chômage, dans 2 cas, voire 3 cas sur 5, c'est divorce. Madame part. L'homme c'est marqué dans leur ADN, jusqu'au Néandertal. Madame reste à la maison, elle surveille les enfants et fait à manger, et monsieur part avec sa lance pour aller chercher à manger le sanglier. C'est marqué, et si monsieur il peut pas les chasser, madame va prendre quelqu'un d'autre. Pour que tout le monde puisse manger et ses enfants puissent manger. Et ma question autour de pourquoi j'ai ramené le débat là-dessus, c'est que ça m'intéresse d'avoir votre analyse. Qu'est-ce que vous pensez, vous, comment s'est-il fait à l'époque? Effectivement, on était peut-être jeunes, comme vous l'avez dit. Pour les plus jeunes, justement, comment voir la situation il n'y a pas eu de grande rébellion, par exemple aux États-Unis, contre ce plan de sauvetage des banques de 700 milliards, alors que tout le monde perdait son travail et le taux de suicide augmentait. Quel est votre regard sur le manque d'action de la population? Alors si, il y a une entre guillemets une révolte. Ça a duré de mémoire, vous retrouverez les images sur YouTube. C'était Revolt Against Wall Street ou un truc comme ça. Mais c'était en 2009, 2008-2009. Ça a duré. Et le patron de la JP Morgan, Jamie Dimon, il avait tellement peur qu'il a donné de mémoire 10 millions de dollars à la police de New York pour qu'il soit extrêmement protégé. Ça a duré très très longtemps. Les manifestations. En France, à Paris, on a eu... Bon, ça c'était l'extrême gauche qui organisait ça. Rappelez-vous, les mecs qui dormaient place de la Bastille, ça a duré... je ne sais plus en quelle année, c'était 2010 peut-être. Ils ont mis du temps à réagir. Mais ça a duré quelques semaines. Ils dormaient tout le temps, toute la nuit, ils dormaient, ils dormaient à la Bastille. Mais tout ça, si vous voulez... Il n'y a pas eu de révolte véritablement. Moi, j'ai fait des reportages en Grèce. Il y a eu des manifestations phénoménales, mais qui ont été réprimées par la police. Il y a eu des manifestations à Chypre. J'y étais également. Vous retrouverez tous mes reportages. C'est onglet reportage. Pas compliqué sur mon site. Vous avez tout. Il y a tout l'historique. Il n'y a pas vraiment eu de révolte parce que tant que c'est 10%, si vous voulez, de la population, ou même 15% de la population. Regardez en France, il y a 20% de pauvreté. Des gens je veux dire, qui sont à l'euro près, ou qui ne mangent pas tous les jours ou tous les 2 jours, qui se demandent j'achète à manger ou je fais le plein. En fait, il faut arriver, si vous voulez. Les Gilets jaunes, c'est quand même un résultat de 2008, je vous rappelle. N'oubliez pas, vous savez, la révolte, par exemple, les bonnets rouges, c'était quoi? C'était une taxe. Mais qui était le bénéficiaire de cette taxe? C'était une société qui appartenait à Goldman Sachs. Et l'État français était obligé de dédommager Goldman Sachs. Des centaines de millions de mémoire. C'est ça le problème. Je veux dire, la totalité du circuit financier aujourd'hui en France, enfin en Europe, est contrôlée par les Américains. Donc les Américains font ce qu'ils veulent. Je vous rappelle que c'est Bank of America, entre autres, qui a sauvé Société Générale en février 2008. Et donc, ils ont exigé que que plusieurs de leurs gars
soient présents, travaillent au sommet de la Société Générale pour vérifier ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ils exigent, ils veulent récupérer leurs billes, avec, bien entendu, de se faire plusieurs billets dessus, pour ce qui est légitime, on va dire. Donc c'est intéressant, parce que là, vous dites que tout le monde peut comprendre cette histoire en voyant la répression policière qu'il y a eu. Bien sûr. Est-ce qu'on peut comparer ça à du totalitarisme aujourd'hui? Quel est votre regard dessus? Mais c'est absolument, c'est un totalitarisme absolu, puisqu'ils tiennent tous les médias. Je vais vous faire une relation que vous allez comprendre tout de suite. Regardez, qui a priori n'ont pas de rapport, hein. Regardez l'histoire de la Palestine. On assiste à un génocide. Tout le monde le voit. Mais sur toutes les télévisions, alors CNews, BFM, TF1, France 2, ils sont tous pro-Israël. Ah bah, c'était la même chose pour les banques en 2008. Hein, regardez ce que disait Toiti. Regardez ce que disait... Attends, on va retrouver le truc de Toiti, ce qu'il disait en 2008. Hein, regardez. Ça, c'est Alain Minc. Alain Minc. Voilà. Et dans le Figaro, il y a le journaliste qui lui demande « Sommes-nous face à une crise de l'ampleur de celle de 1729 ?» a demandé Samuel Laurent, journaliste économique du Figaro, une semaine après l'explosion de Wall Street, donc du 29 septembre 2008. D'accord ? Donc c'était le 6 octobre. Le célébrissime conseiller de tous les grands patrons français, visiteur du soir, de tous les présidents de la République, blabla, et qui a fabriqué Macron, hein, rappelez-vous, il répond non. Cette crise bancaire, c'est seulement dans la tête. C'est d'ailleurs le titre du quotidien, une crise surtout psychologique. Voilà. Impressionnant. Et alors vous avez un autre clown, un autre clown là-dedans qui était absolument extraordinaire. Enfin, attends, il faut que je retrouve le passage parce que c'est... Pendant que vous le retrouvez, Alain Minc, qui 2 ans avant, où on lui disait il y a des problèmes sur la dérégulation économique, et il disait non, mais il n'y a pas du tout de bulle économique en cours. C'est très intéressant de voir que 2 ans après, il peut tenir ces propos-là aussi. Non mais attends, d'abord il n'a pas vu la crise arriver. Je veux dire, ces gens-là... Attends, moi, dès février 2008, je dis, attends, c'est quand même pas compliqué. Vous avez 10 banques, les 10 plus grandes banques mondiales, qui cherchent toutes à se recapitaliser en même temps. Remplacer le verbe elles ne cherchent pas à se recapitaliser, mais à se regonfler. Or, quand vous avez un vélo et que vous devez regonfler le pneu, c'est qu'il n'y a plus d'air dedans. Donc quand vous dites, quand elles disent, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles disent d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, on doit se recapitaliser, ça veut dire qu'il n'y a plus de capitaux, qu'elles ont tout perdu, qu'elles sont en faillite. C'est ça que ça veut dire. Et, comme il s'appelle, Toiti, qui est banquier de formation, hein, ça fait 20 ans qu'il fait des ménages, hein, il anime des tables rondes, des machins, des trucs pour toutes les banques. En 2008, il ne voit pas arriver la crise. Lui, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et il y a quelqu'un qui l'interviewe, je crois que c'était un journal régional. Alors, il faut que je le retrouve, évidemment. Voilà, regardez. Ça, donc là, on est en octobre 2008. Hein. Donc c'est page 150. Et je dis, l'expert le plus ridicule a été Marc Toiti, spécialiste des animations de réunions bancaires, ex-Natixis, ex-Banque Populaire, annonçant en mai 2009 que la sortie de crise est pour 2009. Comme s'il avait demandé ses ordres à la Banque Centrale Européenne avant de parler. Voilà. Donc ça, c'était dans la dépêche du Midi. Et alors, il y a Laurent Benayoun qui demande donc il lui pose la question, Marc Toiti, il lui dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et donc Benayoun dit, Marc Toiti a aussi le temps d'animer des conférences, comme mercredi soir à Cahors, à l'invitation du Crédit Agricole. Donc vous voyez, il fait des ménages pour toutes les banques. Hein. Il a développé les thèses répandues dans son dernier ouvrage, Crack, Boom et Demain. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas vu arriver la crise en 2008, mais il sort un livre après, comme les journalistes sportifs. On vous avait dit, hein, alors l'équipe de France, elle est nulle. Puis le mec, il gagne la Coupe du Monde. Ah, mais on vous l'avait dit, hein, c'était super bon, ils étaient super bons. C'est la même catégorie de nullards. Et
Et je dis, ces déclarations d'époque mériteraient même aujourd'hui un sketch contemporain de Karen Duvernay ou de Naïm, de Franjo, etc., de Labajon, même de Dieudonné, vous voyez. Et alors, voici ce qu'il dit. Nous traversons la plus grave crise financière depuis 1929. Quand on réfléchit bien, donc là, ça veut dire qu'il a bien réfléchi, hein, on se rend compte qu'on ne sait pas comment on est arrivé à vivre une telle situation. Non mais, je ne sais pas si vous réalisez. Donc là, il a même pas compris ce qu'étaient les crédits des faux swaps, ni ce qui s'était passé aux États-Unis. C'est quand même grandiose. Et il le dit. Voilà. On sait que le départ de la crise est lié à la faillite de Lehman Brothers. Non, crétin, non, c'est pas ça. C'est même pas ça, véritablement. Nous ne vivons pas un crime organisé comme on peut le croire, etc. Voilà. Et ensuite, il dit... Alors, le journaliste, il est quand même étonné. Hein, êtes-vous sérieux quand vous dites que nous sommes proches de la sortie de crise? Parce que M. Benayoun, dans sa région, il constate que toutes les PME ont licencié en masse et que le chômage a pris quand même 2-3 points de plus. Et alors, voici ce qu'il dit. Cette crise, ce que dit Toiti, hein, cette crise, c'est un concours de beauté négatif. En tout cas, Toiti, c'est le concours de la crétinerie absolue. Ça, c'est le numéro 1. Non mais, vraiment, c'est une honte. Ce type est une honte. Voilà. Et maintenant, il nous explique à la télévision, mais bien sûr. Hein. C'est comme Delamarche qui explique qu'en 2008, elle a expliqué à tout le monde. Non, il n'a rien vu. Hein, il est arrivé bien après. Je tiens à le préciser. Vous étiez un des seuls à l'époque. À l'époque, on était deux. En France, on était deux. Il y avait Max Kaiser, parce qu'à l'époque, il habitait à Paris, et moi. En Angleterre, il y avait Ambrose Evans Pritchard et Julian Tett. Aux États-Unis, il y avait Peter Schiff, entre autres. Il y avait un autre, Gerald Celente, qui est dans le livre d'ailleurs. Voilà, on était pas moins de 10 en fait, à avoir compris ce qui se passait. En tout cas, à pouvoir peut-être l'exprimer sur des médias indépendants comme vous, le livre est un média. Non, mais attendez, vous avez 10 banques en même temps qui cherchent à se recapitaliser. C'est pas normal. C'est pas compliqué quand même. C'est plus compliqué de trouver une voie pour les gens qui comprennent, peut-être aujourd'hui. Ou à l'époque, surtout. Voilà, mais bon. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que sur ma revue de presse à l'époque, donc en 2008, je peux vous dire que quand Wall Street a volé dans les airs le 29 septembre, hein, n'oubliez pas, c'était la fête des archanges, on y arrive, hein, regardez. Je l'ai mis exprès pour vous, là, hein, puisqu'on arrive au 29 septembre. Bah, ce jour-là, c'était en même temps, c'est très rare, c'est rarissime, c'était la fête des archanges et la nouvelle année juive. Et c'était un moins 777,7. Je peux vous dire que ça veut dire que Wall Street, hein, le casino, se remettait en marche à l'envers. Et je peux vous dire que la crise de 2008, elle n'est pas jugulée, c'est pas fini. La preuve, regardez, ils sont en train de détruire les hôpitaux. On rembourse 40 milliards juste en intérêt de la dette. Mais l'année prochaine, ça va être combien? Ça va être 50, 60 et celle d'après, ça va être 70, 80. On est mort. C'est comme la Grèce. Soit il y a une révolution, soit effectivement on passe sous le contrôle, comme les Grecs, on passe sous le contrôle des Allemands, de la Banque mondiale, du FMI. Vous savez, les Anglais, là, ils savent qu'ils vont passer, parce qu'ils sont dans la même situation que nous. Hein. Ne vous trompez pas. Sur leur revue de presse, vous allez voir, les Anglais, la presse anglaise déjà, elle commence à baliser en disant on va se retrouver sous le contrôle du FMI, comme cela nous est arrivé en 1976. Ne l'oubliez pas. Est-ce que vous pensez que le sujet économique et financier est trop complexe à comprendre par la population pour qu'elle puisse se soulever? La population se soulève quand elle n'a plus rien dans le frigo, quand elle ne pourra pas retirer de l'argent au distributeur. Voilà, c'est là où elle va se soulever. En revanche, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire depuis 2 jours en Italie. Ils se sont littéralement tous mis en grève parce que Madame Meloni, enfin l'Italie, a refusé de reconnaître la Palestine. C'est incroyable ce qui s'est passé et ce genre de choses, ça peut déboucher sur une révolution. Les gilets jaunes, n'oubliez pas, ça a failli déboucher sur une révolution. Macron était prêt à s'enfuir avec un hélicoptère. J'y étais. Vous retrouvez mon reportage de l'époque, j'y étais. J'étais en bas, là, en face, j'étais à 2 mètres
comment dire, qu'est-ce que je veux dire, 2 mètres, à 200 mètres du portail de l'Élysée. Et là, je peux vous dire que les CRS, ils étaient prêts à nous tuer, à nous tirer dedans. Ils étaient là où on sentait que eux-mêmes se sentaient en danger grave, et que c'était eux ou nous, enfin les gilets jaunes. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que les gens débarquent sur... 2 fois ça s'est passé. Une fois c'était... une autre fois, j'avais accompagné vous savez, les policiers qui avaient manifesté. Parce qu'ils se faisaient taper dessus, ils se faisaient cracher dessus, enfin bon, et puis ils étaient en plus pas payés. Et la manifestation arrivait rue de Rivoli, et on est arrivé juste avenue Gabriel. Et avenue Gabriel, vous avez l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Angleterre et l'Élysée. Vous voyez ? Et là, il y a eu un cordon de CRS, ils étaient prêts à tirer sur les flics. Et dans cette grève que j'accompagnais, moi, en tant que journaliste, je voyais bien que certains flics étaient prêts à monter, à prendre d'assaut, et eux étaient armés. Ça a été très très chaud, hein, cette période. Et c'est toujours le résultat de 2008. Mais, il y a une chose, si vous voulez, pour moi, qui est un témoin absolu, c'est la liste des licenciements. Ils peuvent truander les listes je le dis depuis des années, ils peuvent truander l'inflation. Ils le truandent d'ailleurs. Ils vous disent qu'on a 2% d'inflation alors que c'est 10. Donc ça veut dire que les Français perdent moins 8 sur leur épargne au minimum chaque année. Ils peuvent truander les chiffres du chômage, mais ils ne peuvent pas truander les tribunaux de commerce quand les entreprises font faillite et licencient en masse. Les plans de licenciement, ils ne peuvent pas les truander. Et dans ma liste des licenciements, je peux vous dire que c'est pas terminé. Voilà. Et c'est pour ça que les banques et les milliardaires ont pris le contrôle des médias à la demande des gouvernements eux-mêmes. Il y a un cas qui est intéressant, celui de Brooks Leborn, qui a été à la commission... Brooks, oui, que j'ai interviewé. Commodity Futures Trading Commission, la commission qui était pour réguler les marchandisations financières des produits dérivés. Et effectivement, elle, dans les années 90, n'est pas du tout écoutée et est même mis au placard avant son départ à la fin des années 90. Il y a eu 13 banquiers qui ont appelé Obama, de mémoire. Non, pas Obama, Bush, pour lui demander de virer Brooks Leborn. Son interview avec elle est dans le livre Black Masters, justement. Elle a été absolument adorable de me prendre au téléphone pour l'interview. C'était une représentation assez intéressante de... Et c'est une femme avec d'une honnêteté extraordinaire, d'une droiture absolument... vous savez, c'est un peu comme ces serviteurs d'État comme vieille France ou vieille Amérique, quoi. Voilà. Ça n'existe plus, ça. C'est fini. Si on avait pour avoir des contre-pouvoirs, justement, pour les prochaines dérives, ou dans une société idéale, si on se permet de réfléchir à ça, justement, qu'est-ce que son exemple nous montre de... À quoi est-ce que l'on voudrait prétendre pour avoir des contre-pouvoirs? Il y aura toujours des volontés, il y aura toujours des personnes qui voudront abuser, des banquiers qui voudront abuser, des investisseurs qui voudront abuser, des politiciens. Comment est-ce que nous, on peut avoir des contre-pouvoirs efficaces dans le futur, selon vous? Alors, le premier contre-pouvoir, si vous voulez, c'est pour moi, hein, c'est de nationaliser les banques de dépôt, obligatoire, de manière à ce qu'elles n'aient plus aucun pouvoir de levier. Je vous donne un exemple. L'exemple, il est très simple. Vous êtes patron, j'en ai déjà parlé, vous êtes patron de la BNP ou Société Générale, d'accord? Vous avez 20 millions de comptes. Sur ces 20 millions de comptes, vous en avez 5 qui sont à découvert tous les mois, d'accord? Et ce sont des ménages qui ne survivent uniquement parce que la banque leur accorde un découvert. Mais demain, donc ce PDG de la Société Générale va dire à Macron, qui est lui-même banquier déjà, genre, bon écoute, j'ai besoin que tu votes cette loi, parce que moi, si tu la votes pas, moi j'ai 5 millions de mecs, je les interdis de checker du jour au lendemain, ils ont plus de checker, ils ont plus de carte de crédit, plus rien, terminé, et tu as 5 millions de gilets jaunes qui vont descendre dans la rue. Des gens désespérés. Et ce sont les gens désespérés qui font les révolutions, je vous le rappelle. C'est pas les riches, hein. C'est pas les riches qui vont descendre de... quoique, en ce moment, les milliardaires, là, ils sont tellement paniqués par ces histoires de taxes de Zuckman, là, ou je sais pas quoi. Ils sont prêts, on dirait qu'ils sont prêts à descendre dans la rue.
Mais vous comprenez, donc déjà interdire aux banques d'avoir comment dire d'avoir des participations dans des médias, ça c'est la première chose. Interdiction formelle de financer par l'État des médias. Déjà, un média ne survit que grâce à ses lecteurs et rien d'autre. Donc aujourd'hui, les dés sont totalement pipés. Totalement pipés. Combien de temps ça va? Vous savez, moi ça me rappelle... Enfin, ça me rappelle... oui, parce que j'ai fait des reportages, mais... J'étais en Roumanie, notamment au moment de la Révolution. Enfin, c'est la chute, si vous voulez, du bloc de l'Est, de l'Union soviétique. C'est les journaux, Izvestia, la Pravda, etc., qui racontent que tout va bien, alors que tout le monde voit que tout va mal. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc déjà, si vous voulez, c'est revenir, si vous voulez, à quelque chose de beaucoup plus sain. La société était extrêmement saine, si j'ose dire, à mon époque, où dans les années 80-90, ça se voyait moins. Non, mais il n'y avait pas de subvention des médias déjà. Il n'y avait pas de subvention des médias. Je vous le rappelle. Vous avez des journaux qui ont fait faillite. Le quotidien, à un moment donné, il a fait faillite. Hein, parce qu'il a déménagé à Levallois. Donc il n'y a plus aucun journaliste qui sortait. Non, dans les années 80, il y avait déjà de la publicité dans les médias. Donc c'était une forme de subvention. Non, mais attendez, non. La publicité, ne mélangez pas publicité et subvention directe de l'État. Attention, ça n'a rien à voir. On peut se poser la question. Non, je ne suis pas d'accord. Pour une simple raison, c'est que j'ai fréquenté les directeurs de pub aussi bien du Matin de Paris, du Nouvel Obs, du Quotidien, du groupe IDG. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des petits trucs, mais c'est pas la même chose que quand un État donne 5 millions ou 6 millions aux Parisiens. Pardon. On est d'accord. Le Parisien devrait être en faillite. Si les gens ne l'achètent plus, il est en faillite, c'est tout, c'est pas compliqué. Une chaîne de télé que plus personne ne regarde n'a plus de pub, donc devrait être en faillite. Vous avez vu le nombre de pubs qu'il y a sur CNews et BFM en ce moment, à part quelques compagnies d'assurance et de bagnoles électriques dont personne ne veut. Vous avez remarqué que 20% des pubs sur BFM, CNews, c'est des trucs de l'État, aujourd'hui. Mangez plus de légumes, faites-vous examiner le cœur, enfin des trucs, c'est un prétexte si vous voulez pour donner de l'argent. Ces médias devraient être en faillite. Et ce sont les médias indépendants qui devraient bénéficier justement, parce que c'est eux qui font des vues. Nous on veut pas de l'argent de l'État. non, mais je ne parle pas de l'État, moi je parle des annonceurs. Je parle des annonceurs. Les privés on n'en veut pas non plus. Pardon? Les privés, on n'en veut pas non plus. Non, mais il y a des journaux, si vous voulez, qui vivent très bien sans annonceurs, c'est très bien. Bon, on n'est pas beaucoup. Non, on n'est pas beaucoup, mais bon, moi, ça n'a jamais été... je veux dire, il y a on a le cas, si vous voulez, de beaucoup de presse indépendante aux États-Unis ou en Angleterre. Les seuls pubs qu'ils acceptent, c'est des pubs de livres ou d'alcool. Voilà, ça met pas en cause l'indépendance de la rédaction. En revanche, quand le gouvernement vous donne 6 millions par an, ou 10 millions, ou 15 millions, oui, là, c'est grave. Regardez, par exemple, Brut, tous ces médias indépendants, ils se disent « Oui, on est indépendants ». Non, ils ont de l'argent. Brut a été racheté la semaine dernière par BFM. Voilà, j'allais venir. On est le mi-septembre, là. Par le propriétaire de BFM, qui est un ami de Macron. Voilà. Sadé, monsieur Sadé. Qui est un spécialiste de trucs, mais il y connaît rien en médias. Mais c'est sur ordre qu'il le fait. Moi, je vais pas racheter la boucherie du coin. J'y connais rien en boucherie. Je vais pas racheter le charcutier, là. J'y connais rien. En revanche, je peux acheter un journal. Ça, je sais faire. Je peux piloter un journal. Ou un média. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez 300 navires qui tournent sur tous les océans du monde. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder à racheter Brut? C'est sur ordre. C'est pour ça que Bolloré est très clair. Lui dit, dans tous les cas, moi je suis là pour faire de la propagande. Lui au moins, c'est non, mais il est clair, il est honnête. Non, mais il est honnête. Mais c'est clair. C'est clair. C'était passionnant de parler de ce sujet-là, on a pu prendre une bonne heure pour parler de 2008, Pierre Jovanovic. Merci, et on espère qu'on
On voit que les ventes se passent bien pour l'instant, donc il n'y a pas de raison que ça Non, arrête. mais moi, on est à la 6e réimpression. Alors, je suis désolé, il y a des lecteurs, enfin comment dire, des spectateurs, des lecteurs qui ont commandé le livre et puis il n'était pas dispo parce que tout le monde était tombé en panne, que ce soit Amazon, Fnac, etc. Enfin, même le diffuseur. Donc, voilà, ça a été réapprovisionné, comme on dit. Et j'en profite, je donne rendez-vous à vos lecteurs lors de toutes mes prochaines signatures. Là, ça va être à Chaumont, je crois que ce samedi là, de cette semaine. Alors là, Et la après, vidéo c'est à risque de... On est vers le 20 septembre, là. La vidéo risque de sortir plus tard. Donc Oui, les mais dates c'est pas grave. d'octobre. Vous pouvez mettre. Il faudrait que vous mettiez je vais vous envoyer l'image. Le flyer. Non, pas le flyer, c'est une image. Voilà. Parce que j'ai des signatures jusqu'à la fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Oui, jusqu'à Magnifique, fin ouais, décembre. Là, tous les samedis, j'ai une dédicace. Je sais pas si vous réalisez. Bah, c'est très bien. On réalise. Non, mais en plus, dans des coins, je veux dire, l'autre jour, il y a Enthoven qui est allé à la Fnac Saint-Lazare. Il y a eu plus de manifestants. Il y a eu plus de manifestants alors qu'il y avait... non, parce que j'avais des gens que je connaissais, mais ils m'ont dit, mais il n'y avait que 5 personnes pour se faire signer des livres. Il y avait infiniment plus de manifestants contre sa présence que de lecteurs qui voulaient se faire dédicacer. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est la vie. Et certaines librairies, vous nous disiez avant qu'on commence, vous ont essayé de censurer le livre. Ah oui, bien sûr. Ouais, vous évidemment. avez eu des faits... La Baule, par exemple, la Baule, il y a une grande librairie, alors c'est tenu par une dame qui est très macroniste, je sais pas quoi. Ah non, mais elle ne veut... Ouais, non, mais les libraires certains libraires sont devenus des commissaires politiques. Avant d'être libraire, parce que libraire c'est avant tout commerçant. C'est un peu comme si... Vous imaginez le boucher, vous allez chez votre boucher, vous dites donnez-moi de 300 grammes, 300 grammes de steak haché. Elle dit ah non mais monsieur vous êtes de chez Nexus, vous êtes contre les vaccinations, vous dénoncez tout ça. Non je vous le vends pas. Pas de viande pour vous. Pas de viande pour vous. Mais c'est la même chose. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, donc je salue cette libraire totalement idiote. Donc c'est la grande librairie. Heureusement, et la maison de la presse de la Baule vient à la conférence. Bah justement, tiens, j'ai une conférence à la Baule. J'ai des dédicaces et des conférences. Donc ce sera intéressant de retrouver vos spectateurs. D'ailleurs, certains sont venus me saluer. Que vous appréciez. Oui, qui sont venus me saluer là, dans les. C'était quand? C'était au mois de juin. Là, j'avais fait des. C'est très important de rencontrer les lecteurs. Ah oui. C'est la clé. C'est vraiment la clé. Voilà, donc je salue Raphaël Enthoven, donc qui est progénitionnaire, qui n'a pas eu beaucoup de monde. Je suis navré pour toi, mon vieux. Pierre Jovanovic, merci infiniment. Merci à vous.